Elle a crié, « Appelez le propriétaire !» J'ai souri et j'ai dit, « C'est moi. » La femme de mon fils m'a traité de tous les noms au fil des ans. Ennuyeux, banal, un peu excessif. Elle a dit ce dernier mot à mon fils Connor à Noël il y a 2 ans, debout dans ma propre cuisine, croyant que j'étais encore dans l'autre pièce. Ta mère est un peu excessive, tu ne trouves pas? Toujours là, impassible. Connor a ri. Ce petit rire rapide que les hommes ont quand ils veulent être d'accord avec leur femme sans l'être vraiment. Je suis restée plantée dans le couloir, le souffle coupé, et j'ai décidé, pour la 400e fois, de laisser tomber. J'ai laissé tomber beaucoup de choses. J'ai 65 ans. J'ai grandi dans une famille où l'on ne faisait pas de scène, où l'on n'exigeait pas d'explications de la part de ceux qui, de toute façon, n'en auraient jamais donné d'honnête. Je suis restée silencieuse face à des situations qui auraient fait hurler d'autres femmes depuis longtemps. Mais un samedi soir d'avril, Jennifer a dit quelque chose que je n'ai pas pu oublier. Et la raison pour laquelle elle ne pouvait pas revenir en arrière. Ce n'est pas parce que j'ai pleuré ou que je l'ai confrontée sur le parking. C'est parce qu'il y avait 37 témoins. Et l'un d'eux était le directeur de la salle. Mais d'abord, laissez-moi vous dire quelque chose sur moi que Jennifer n'a jamais pris la peine de savoir. Mon défunt mari, Richard, et moi avons créé notre première entreprise ensemble en 1989. Un petit service traiteur depuis notre cuisine, juste nous deux et un four professionnel d'occasion que nous avions acheté à un restaurant qui fermait à Roanoke. Nous avons travaillé 7 jours sur 7 pendant 4 ans. Avant de pouvoir nous offrir un espace dédié. Au moment du décès de Richard en 2016, nous possédions 3 propriétés dans la vallée de Shenandoah. Une équipe événementielle complète de 22 personnes et une réputation dans le comté, fruit de 27 années de travail. L'une de ces propriétés était Maple Hall, une ferme restaurée de 2,4 hectares située dans les collines près de Lexington, en Virginie. Nous l'avions achetée en 2004, transformé l'ancienne grange en espace événementiel, ajouté un pavillon couvert, installé un éclairage adapté et une cuisine professionnelle. Nous y avons organisé des mariages, des séminaires d'entreprise. Fêtes d'anniversaire. De belles occasions pour des gens bien. Richard est décédé un mardi de novembre. Et depuis, je gère Maple Hall seule. Jennifer savait que je possédais une salle de réception. Elle l'avait mentionné une fois à une amie, d'un ton désinvolte, comme à son habitude. Comme si c'était un passe-temps. Comme si c'était une façon de m'occuper à un âge avancé. Elle ne m'a jamais demandé combien ça me rapportait. Elle ne m'a jamais demandé depuis combien de temps je la possédais. Elle ne m'a jamais rien demandé sur moi, en fait. Jennifer n'était pas du genre à poser des questions sur les gens qu'elle connaissait déjà. Elle a décidé que cela n'avait aucune importance. C'était son erreur. L'erreur qu'elle préparait depuis 9 ans. Ma petite fille Grace allait avoir 18 ans en avril. Ses parents organisaient une fête pour sa remise de diplôme. Jennifer s'en occupait depuis 5 mois. Je le sais, car elle en parlait à chaque fois que je la voyais, d'une manière qui ne laissait aucun doute sur le fait que je n'étais pas consultée. Elle avait choisi la salle. Elle avait engagé le traiteur. Elle avait choisi les fleurs. La seule contribution de Grace, à ma connaissance. Telle, c'était la playlist. Maintenant, voici le passage sur lequel je veux que vous vous attardiez un instant. Connor et Jennifer avaient réservé Maple Hall pour la fête. Ils ignoraient que c'était ma salle. Ou plutôt, Jennifer n'avait jamais fait le lien entre l'espace événementiel de Dorothy et Maple Hall, car elle ne m'avait jamais écouté assez longtemps pour le comprendre. Elle avait réservé par l'intermédiaire de notre organisatrice d'événements, une certaine Paula qui travaillait avec nous depuis 2009. Paula savait qui j'étais, évidemment. C'est elle qui m'avait envoyé la confirmation de réservation. J'ai reçu une confirmation par courtoisie le jour même, accompagnée d'un petit mot. Votre famille a réservé la salle pour le 19 avril. Je suppose que vous êtes au courant. J'ai répondu, oui. Inutile d'en parler. Je voulais voir comment se passerait la soirée. Voici un point important à comprendre d'un point de vue psychologique. Et je le pense sincèrement. Les personnes qui sous-estiment constamment les autres, qui les ignorent ou les dédaignent, ne le font pas par stupidité. Ils agissent ainsi car le mépris est efficace.
Il est plus rapide de catégoriser une personne comme insignifiante que d'apprendre à la connaître. Les psychologues appellent cela la paresse cognitive. Nous attribuons des étiquettes figées aux gens car actualiser notre compréhension demande un effort. Et le mépris, une fois installé, s'auto-alimente. Chaque fois que Jennifer détournait le regard, cela confirmait sa conviction qu'il n'y avait rien d'intéressant à regarder. Le problème avec ce genre de mépris, c'est qu'il nous laisse totalement démunis face à la réalité. Je suis arrivée à Maple Hall à 18h45, un quart d'heure après le début de la fête. Je m'étais habillée avec soin, non pas pour impressionner, mais simplement pour me sentir moi-même. Une robe portefeuille vert foncé, les boucles d'oreilles en perles que Richard m'avait offertes pour nos 30 ans de mariage, des petits talons. Je connaissais les lieux, évidemment. Je savais où se trouvait chaque porte. Je savais aussi que la lumière serait chaude et dorée à cette heure-ci, car j'avais moi-même choisi les ampoules en 2011. Grace m'a aperçu de l'autre côté de la pièce et a accouru vers moi. Et pendant un instant, tout était exactement comme ça. Ma petite fille m'a serré dans ses bras, sentant toujours le même shampoing à la vanille qu'elle utilisait depuis ses 12 ans, et m'a dit qu'elle était contente que je sois venue. Ce moment-là, il valait tout. Puis j'ai entendu la voix de Jennifer. Elle était à environ 6 mètres, près du bar ambulant, avec 2 amis. Elle s'est retournée, m'a vue, et son visage s'est crispé. Pas vraiment de la surprise, plutôt de l'offense, comme si ma présence était une intrusion imprévue. Elle s'est excusée auprès de ses amis et... Elle s'est approchée et a dit, assez fort pour que le couple près de nous l'entende distinctement, « Dorothy, je ne t'ai pas mise sur la liste des invités. » J'ai répondu poliment que Grace m'avait invitée. « Je ne crois pas que Grace ait compris les modalités, » a dit Jennifer. « Il y a un nombre précis de convives. C'est un événement avec traiteur. Les couverts sont dressés. Ce n'est pas une invitation à l'improviste. » L'émotion qui m'a traversée à ce moment-là était une sensation que j'avais déjà éprouvée, mais jamais avec une telle intensité. C'était comme une porte qui se ferme. Pas avec colère, juste une fermeture, silencieuse et ferme. Sur quelque chose qui était resté ouvert très longtemps. Suivez-moi bien, car c'est là que ça devient très intéressant. Je n'ai rien dit tout de suite. Jennifer a pris ça pour une permission de continuer. Ce qui est une erreur fréquente avec les femmes discrètes. Elle a élevé un peu la voix, juste assez pour attirer l'attention des tables voisines. Et puis elle a dit, il va falloir que je trouve une salle. Personnel impliqué. Cet espace a des règles précises concernant le nombre de personnes et les invités non autorisés. J'ai besoin de l'aide d'un responsable pour régler ce problème. Quelqu'un pourrait-il me passer le gérant ou le propriétaire? S'ils sont là, je veux parler à la personne réellement responsable de cet établissement. Ces mots, la personne réellement responsable, resteront gravés dans ma mémoire. Paula se tenait près de la porte de la cuisine. Elle avait tout vu. Elle s'approcha lentement, sans se presser. Elle marchait d'un pas assuré et calme. Elle s'arrêta à côté de moi, regarda Jennifer et lui dit, « Madame Holloway, puis-je vous aider? » Jennifer répondit, « Oui, en effet. » Il y avait un invité non autorisé qui n'avait pas été inscrit sur la liste des invités, et elle souhaiterait que le propriétaire soit consulté concernant son règlement. Paula dit, « Bien sûr. » Madame Kane, dois-je demander aux Holloway de se déplacer dans une autre partie de la propriété le temps de régler ce problème? Ou préférez-vous que je m'en occupe autrement? Jennifer s'arrêta de parler. Elle regarda Paula. Elle me regarda. Elle regarda de nouveau Paula. Madame Kane, dit-elle d'une voix très basse, c'est ce que Paula avait dit, Dorothy Kane. Elle est propriétaire de Maple Hall depuis 2004. Puis-je vous aider pour autre chose? La pièce ne devint pas silencieuse comme dans les films. Les gens continuaient de parler. La musique continuait de jouer. Un serveur passa avec un plateau d'eau gazeuse. Mais les personnes les plus proches de nous, les amis de Grace. Olivia, son amie, et ses parents, 2 collègues de Connor et leurs épouses, Mara, l'amie de Jennifer qui avait entendu toute la scène, tous étaient restés figés. J'ai remarqué que l'expression de Mara n'était pas de la sympathie, mais plutôt du soulagement.
Le regard de quelqu'un qui assiste à un événement qu'il redoutait secrètement depuis longtemps. La main de Jennifer, celle qui tenait son verre de champagne, se crispa sur le pied. Et j'ai ressenti à cet instant quelque chose qui m'a surprise, car ce n'était pas du triomphe. Ce n'était pas la satisfaction vive et éclatante à laquelle je m'attendais après 9 ans passés un peu trop de temps dans ma propre cuisine. Ce que j'ai ressenti était en réalité plus paisible. Une sorte d'apaisement. Comme la sensation qu'on a dans une maison après une longue tempête, quand le vent finit par se calmer. Et que tout est simplement immobile. Je n'avais pas planifié ce moment. Je ne l'avais pas orchestré. J'étais simplement arrivée à la fête de ma petite fille. Et Jennifer s'était occupée du reste entièrement toute seule. C'est là, je crois, l'essentiel de cette histoire. Je n'ai pas tendu de piège. Je me suis simplement arrêtée d'avancer. Je veux m'arrêter là. Car la suite est plus importante que l'instant présent. Le visage de Jennifer a réagi de façon complexe. D'abord, il est devenu impassible. Puis il a rougi. Ensuite, elle a évoqué un malentendu. Et elle a esquissé un petit rire. Ce rire de façade qu'on utilise pour tenter de revenir en arrière sur une situation irréversible. Je l'ai regardé et je ne l'ai pas secouru. C'est ce que je veux que vous entendiez. J'aurais pu en rire. J'aurais pu. J'aurais dit, oh, bon, ça arrive. J'aurais pu arranger les choses pour tout le monde. Comme je l'avais fait pendant 9 ans, comme on attend des femmes comme moi qu'elles arrangent les choses parce qu'on est un peu trop extraverti et qu'on ne veut pas faire d'esclandre. Je n'ai pas arrangé les choses. J'ai dit, Jennifer, j'espère que tu passes une bonne soirée. Grace est magnifique. Et je suis allée à la table que Grace m'avait réservée près de la fenêtre, avec vue sur l'étang où la lumière du soir commençait à s'adoucir. Orange. Je me suis assis et j'ai dîné. Étage 37 personnes dans la salle avaient tout regardé. Voici la réalité juridique et pratique qui s'applique ici, et il est important de la connaître. Lorsque vous louez une salle pour un événement privé, vous concluez un contrat avec le propriétaire ou son représentant. Ce contrat vous autorise à utiliser l'espace pour un événement précis. Il ne vous donne aucun pouvoir sur les personnes que le propriétaire autorise à entrer sur sa propriété. Dans la plupart des contrats de location de salles, la propriétaire se réserve le droit d'accéder au lieu à tout moment et d'y admettre des invités à sa discrétion. Si vous pensiez que le lieu appliquait une politique d'interdiction des invités non autorisés qui s'appliquait également à la propriétaire, vous vous trompiez tout simplement sur les règles applicables à chaque propriété. Jennifer avait passé 5 mois à organiser cette fête dans une propriété dont elle ignorait qu'elle appartenait à sa belle-mère. Elle avait versé un acompte. Elle avait signé un contrat. Et pas une seule fois, durant toute cette organisation, elle n'avait pensé à demander à qui appartenait le titre de propriété. Voilà ce qui arrive quand on cesse de prêter attention aux gens dont on a déjà décidé qu'ils n'avaient aucune importance. Connor m'a appelé le lundi suivant. Je m'attendais à ce qu'il soit contrarié. Contre Jennifer, contre la situation, contre l'absurdité de ce qui s'était passé. Il n'était pas particulièrement contrarié contre Jennifer. Fidèle à lui-même, il cherchait surtout à apaiser les tensions. Il a dit que Jennifer était gênée et qu'il espérait que nous pourrions tous passer à autre chose. J'ai dit que je comprenais. Puis j'ai mentionné, avec précaution, que Jennifer avait apparemment. J'ai contacté Paula pour réserver Maple Hall pour leur fête annuelle de décembre. Elle s'était renseignée avant mon arrivée ce samedi-là, m'a-t-elle dit. J'ai expliqué à Connor que j'avais justement regardé le calendrier et que nous étions déjà bien remplis pour la fin de l'année. Il y a eu un silence. « Maman, a-t-il dit, tu ne vas quand même pas, enfin, la fête de Noël. » « Je vais demander à Paula de vérifier les disponibilités, ai-je répondu. « Je suis sûre qu'elle. Je vous recontacterai. » Paula a vérifié. Malheureusement, nous étions complets jusqu'en décembre. Et jusqu'en février, comme on l'a découvert. Et jusqu'au printemps. Je n'ai jamais dit que c'était une punition. Je n'ai jamais utilisé ce mot. Une entreprise privée a le droit de refuser des réservations pour toute raison qui ne viole pas la loi contre la discrimination.
Et le fait que la femme du client ait publiquement exigé que je sois expulsée de ma propre propriété est une raison commerciale parfaitement valable, même si je ne l'ai jamais écrit nulle part. C'est quelque chose qu'il est bon de comprendre. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise ou si vous êtes tenté de considérer la bonne volonté d'un fournisseur comme acquise, sachez que la bonne volonté n'est pas un contrat. C'est un choix qui se renouvelle ou non à chaque interaction. Jennifer avait fait ce choix à maintes reprises pendant 9 ans. Je faisais simplement le mien. Ce que j'ai fait ensuite a été plus discret que ce à quoi on pourrait s'attendre dans une histoire de vengeance. Je n'ai rien annoncé. Je n'ai pas envoyé de lettre. J'ai entamé les démarches administratives pour, progressivement, transférer la gestion de Maple Hall à une fiducie créée autour de Grace, ma petite fille, celle qui sent bon le shampoing à la vanille, celle qui a traversé la pièce en courant quand je suis entrée et m'a serrée dans ses bras comme si j'étais quelqu'un d'important. Elle ne le sait pas encore. Elle a 18 ans. Elle comprendra ce que cela signifie le moment venu, avec l'aide de notre avocat de famille, qui a déjà commencé les démarches. Le lieu restera dans la famille, mais pas dans celle de la branche qui a oublié de se renseigner sur le propriétaire. Richard disait toujours, ne révèle jamais à personne la taille réelle de ce que tu transportes. J'ai longtemps porté le silence. Je crois que c'est terminé.